Bonjour à tous, l'entretien que je vous propose aujourd'hui dans Itrema date de 2009, en effet 13 ans déjà, et si j'ai fait le choix de mettre en ligne cet enregistrement, c'est parce qu'il éclaire de façon assez percutante la situation politique et idéologique que connaît actuellement la gauche, comme on le constate à l'occasion de cette campagne électorale pour la présidentielle en 2022, la gauche a perdu le peuple, et c'était déjà l'analyse que proposaient Gaël Brustier et Jean-Philippe Huellin dans leur livre « Cherche peuple désespérément », édité à l'époque chez Bourrin Éditeur. Comme vous pourrez le constater, tout était déjà annoncé dans cet entretien avec le politologue Gaël Brustier. Pourquoi les hommes politiques ne comprennent-ils plus la société française ? Voilà la question à laquelle ont tenté de répondre Gaël Brustier et Jean-Philippe Huellin, auteurs tous les deux d'un livre qui s'intitule « Recherche le peuple désespérément », édité aux éditions Bourrin. Selon eux, depuis 30 ans, les changements profonds que la France a connus ont conduit à une rupture entre les élites et le peuple. Une gauche enfermée dans les centres-villes a perdu le contact avec son électorat traditionnel populaire. Elle ne sait plus où il se trouve. Pour redonner du sens à une politique au service des couches populaires, les auteurs de Recherche le peuple désespérément ont analysé la géographie sociale de la France d'aujourd'hui. Des centres de nos villes aux zones rurales, en passant par les banlieues ou les quartiers pavillonnaires, les auteurs entraînent le lecteur à la redécouverte d'une France qui réserve bien des surprises. Gaël Brustier est docteur en sciences politiques, il collabore régulièrement à la rubrique Livres du monde diplomatique et il a exercé aussi des responsabilités au sein du Parti socialiste. Il a bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions par téléphone. Je vous propose donc de l'écouter tout de suite. Gaël Brustier, co-auteur avec Jean-Philippe Huellin du livre « Recherche le peuple désespérément ». Nous avons le sentiment que la classe politique, en particulier la classe politique de gauche, ne fait plus l'effort de comprendre la société telle qu'elle est. Et qu'il y a un effet de persistance rétinienne que nos leaders à gauche cherchent à voir la France non pas telle qu'elle est, mais telle qu'ils rêveraient qu'elle soit. Donc nous, on voulait faire un livre qui soit un peu un rappel à la réalité. Quelles sont les conséquences ? La première des conséquences, c'est qu'elle ne gagne pas les élections, nationales en tout cas. La gauche perd systématiquement toutes les élections nationales depuis de nombreuses années, donc présidentielle et législative. Elle est forte dans les collectivités locales, mais c'est une toute autre dimension que les élections nationales. C'est-à-dire qu'elle est incapable pour l'heure de séduire une majorité de Français, et en particulier la gauche est minoritaire chez les ouvriers, chez les employés et chez les salariés du secteur privé. Ce faisant, elle n'est pas capable de conquérir ni l'Élysée, ni l'Assemblée nationale, ni le gouvernement. Et autre fait, c'est qu'on ne le rappelle jamais assez, mais en France, la gauche n'a jamais été reconduite au pouvoir. Et que si elle veut demain transformer la France, il faudra bien qu'elle s'installe dans la durée au pouvoir, et pour s'installer dans la durée au pouvoir, il faudra qu'elle s'adresse à une majorité sociologique de Français. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France. Nous posons les problèmes de l'immigration. Ce serait pour utiliser et favoriser le racisme. Nous rechercherions à flatter les plus bas instincts. Nous menons la lutte contre la drogue. Le Parti communiste, lui, n'a plus été au pouvoir depuis le départ de François Mitterrand, donc par conséquent, il est un peu ignoré maintenant, mais il a perdu sa fonction tribunicienne, celle qui, en quelque sorte, lui permettait d'interpréter le mal-être des catégories sociales les plus défavorisées. Et c'est dans ce rôle-là, personnellement, que je me suis substitué à lui.
Alors cette majorité sociologique de Français que l'on désigne justement par les couches populaires, elles se sont tournées depuis 30 ans presque maintenant vers la droite et vers l'extrême droite. On a vu notamment toute une partie du Parti communiste aller voter pour Jean-Marie Le Pen à plusieurs reprises. C'est aussi ça les conséquences de cette rupture, de cette fracture entre les élites de gauche et le peuple. Oui, la date, le tournant libéral de 83 a lieu en mars 83. La percée du Front National date de la partielle de Dreux de septembre 1983, où Stirbois lance l'offensive effectivement sur l'électorat populaire de gauche. En fait, c'est beaucoup plus tard que le Front National parvient véritablement à conquérir cet électorat populaire, c'est au cours des années 90, mais c'est à partir du tournant libéral de 83, puis de la conquête par le Front National, que les classes populaires se détachent des partis de gauche, et qu'in fine, Sarkozy, en 2007, fait main basse sur les classes populaires françaises et parvient à conquérir, notamment dans toute la France périphérique du Nord-Est, France industrielle, de larges bataillons de l'électorat populaire. Francis Bouygues est entrepreneur de travaux publics et il emploie dans son entreprise environ 80% de main-d'œuvre étrangère sur les chantiers. C'est une excellente main-d'œuvre parce qu'elle est jeune, elle est très solide physiquement. 4 ans après leur évacuation musclée de l'église Saint-Bernard à Paris, les sans-papiers réclament toujours la régularisation de leur situation. Répondant à l'appel de la coordination nationale des sans-papiers et de nombreuses organisations politiques. C'est l'addition de toutes ces énergies, c'est l'addition de toutes ces forces de travail qui assurent la prospérité dans ce pays. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on dit l'économie a besoin d'immigrés. C'est du pipeau. Les patrons ont besoin d'immigrés pour payer moins cher leurs employés dans la restauration et dans le bâtiment et pour faire peser une pression sur les salaires des locaux français ou étrangers réguliers. Mais ça s'accompagne d'un discours, cette fracture-là. On a vu un intérêt pour les questions sociétales au détriment des questions sociales. On voit bien aussi que la gauche a beaucoup de difficultés avec la notion de nation, avec la notion même de république. Oui, c'est-à-dire que la gauche manifeste une certaine incompréhension vis-à-vis de l'idée de citoyenneté, de république, de nation civique et républicaine, et qu'elle n'est pas parvenue à faire pièce à l'espèce de folie identitaire qui s'est saisie du pays et que la droite et l'extrême droite ont magnifiquement su exploiter. Donc il n'y a pas eu d'antidote délivré par la gauche, puisque on a affaire tantôt à une idéologie tout à fait sympathique mais sans papiériste qui pense qu'il n'y a aucun problème dans l'immigration, ce qui est à la fois méprisant pour les pays du Sud et pour les populations qui sont jetées sur les routes et qui font des milliers de kilomètres, et en plus inconséquent vis-à-vis des milieux populaires français, puisqu'on sait très bien que la politique d'immigration telle qu'elle avait été pensée, notamment sous Giscard, était une politique qui visait quand même à mettre en concurrence le salarié français et le salarié immigré. Donc c'est une espèce d'inconséquence d'une partie de la gauche sans-papiériste, et de l'autre vous avez la folie xénophobe ou la manipulation cynique de la part de la droite sarkozyste ou de l'extrême droite dans ses différentes variantes. Entre les deux, il y a toujours la place pour une politique républicaine qui soit une politique d'intégration, de régularisation au fil de l'eau, enfin la politique qu'avait mise en place d'ailleurs Chevènement quand il était ministre de l'Intérieur. Mais souvent d'ailleurs critiqué par une partie de cette gauche qui composait le gouvernement à l'époque, de cette gauche plurielle. Les Verts étaient très critiques à l'encontre de Chevènement. Oui, parce qu'il y a un problème sociologique aussi dans les milieux militants verts d'extrême gauche, qui est que très souvent, il faut quand même remarquer que leurs responsables politiques ne sont pas au contact de ces zones périurbaines, des zones rurales, prétendent connaître la banlieue et la connaissent très peu, et donc du coup on manifeste à l'égard des classes populaires une espèce de dédain assez manifeste, et ne comprennent pas l'importance de redonner un sens à la communauté civique nationale.
Ils ne comprennent pas ce que c'est que former une communauté de citoyens. Ça perd son sens. Donc tout ça baigne dans les bons sentiments, mais n'est pas capable de constituer un projet alternatif à ce qui fait aujourd'hui la force des droites européennes, c'est-à-dire qu'elles se saisissent des sujets identitaires pour mieux prétendre protéger les salariés, les citoyens des ravages de la mondialisation. En fait, c'est un leurre, hein, mais la gauche, par son inconséquence, n'est pas capable, elle, de donner des garanties suffisantes aux classes populaires. Ils se ressemblent et se rassemblent au cœur des quartiers populaires à Paris, Londres ou Berlin. On les appelle les bourgeois bohèmes. Mais leur installation payée au prix fort fait grimper les prix du foncier au détriment des classes modestes. Il y a des quartiers qui se gentrifient parce que les nouveaux, quand même, préfèrent un certain entre-soi au milieu des pauvres. La volonté des bobos de se mêler à la population locale des quartiers populaires semble réelle. Mais cette générosité, cette volonté d'ouverture est vite contrecarrée par les différences de mode de vie, de moyens financiers, de centres d'intérêt. Quartier de rêve pour certains, quartier de galère pour d'autres. Collés à la cour des bobos, les jeunes des HLM voisins passent leur journée au pied de leurs immeubles. La mondialisation et la nouvelle forme d'économie qui est née de la globalisation financière a eu des conséquences sur l'organisation de l'espace. Il se trouve que les villes, les grandes métropoles sont en prise avec une économie mondialisée et qu'elles ont exclu de leur périmètre tout ce qui était activité industrielle traditionnelle. On le voit très bien, par exemple, dans les quartiers de l'Est parisien, mais dans beaucoup d'autres quartiers, c'est le cas de la Croix-Rousse à Lyon, c'est le cas du quartier du Panier à Marseille ou d'autres quartiers d'autres villes, il y a ce qu'on appelle la gentrification ou la boboisation, c'est-à-dire que d'anciens quartiers populaires deviennent des quartiers peuplés par des professions de créatifs, beaucoup plus argentés, qui sont des cadres supérieurs en fait, et qu'on appelle les bourgeois bohèmes. Ça c'est une des réalités de la ville aujourd'hui. Il se trouve qu'en 2001, la conquête de Paris par Bertrand Delanoë s'est appuyée sur ces catégories-là de population. Et qu'on a affaire à une gauche qui, en tout cas pour Paris, n'est en rien une gauche populaire de salariés, d'ouvriers, d'employés. Vous avez une composition sociologique du Parti socialiste à Paris qui est une composition beaucoup plus bourgeoise, faite de cadres supérieurs, de professions beaucoup plus argentées, de professions libérales, d'architectes, etc. Et que ça pèse beaucoup. Sur le destin du Parti socialiste. Mais si on regarde bien le Parti communiste dans ses bastions urbains, il faut être très conscient du fait que ça n'est pas tout à fait éloigné. Il faut regarder la composition du Parti communiste aujourd'hui dans les villes-centres. Travailler ne suffit plus pour s'assurer un toit. Aujourd'hui, plus de 3,5 millions de personnes sont mal logées en France et les premières victimes sont les jeunes. Un tiers des étudiants, même salariés, n'arrivent pas à se loger décemment. Nous avons rencontré des salariés qui restent à la porte malgré leur fiche de paye. Paul est intérimaire près de Lyon. Il n'arrive pas à se loger décemment. En désespoir de cause, il s'est installé dans son camion. Depuis que j'ai arrêté l'école, j'ai toujours travaillé, quoi. Pratiquement jamais été au chômage, quoi. Marion et Paul ont 19 et 22 ans, issus de la classe moyenne. Ils ont en commun d'être courageux et travailleurs. Ni cas sociaux, ni marginaux. Ils sont pourtant à la rue et n'arrivent pas à vivre décemment. Marion a obtenu son bac avec mention à 17 ans. Aujourd'hui, elle s'attaque à un master en mathématiques tout en travaillant dans un hôtel. Malgré le soutien de sa famille, elle a dû se résoudre à vivre en squat. On se livre une bataille des générations aussi. Vous avez de plus en plus de bac plus 5, bac plus 8 qui sont précarisés. C'est ce que deux auteurs, Anne et Marine Rambach, appellent les intellos précaires. Nous on appelle ça l'autre gauche des centres-villes. Ce sont des professions intellectuelles qui sont souvent complètement exploitées, qui sont précarisées, souvent dans le cadre de l'université d'ailleurs. C'est le secteur public qui est le premier à précariser ses surdiplômés, post-doctorants, etc., ou d'autres milieux, le milieu de la communication, du journalisme, etc.
Il se trouve que potentiellement, en théorie, ça devrait être un milieu tout à fait révolutionnaire et qui essaye d'universaliser son discours par rapport à sa propre situation et de l'universaliser et de s'adresser à l'ensemble de la population. Il se trouve que pour l'instant, on n'y arrive pas, qu'on a affaire à une frange de population qui est potentiellement politiquement prometteuse, mais qui n'a encore pas fait la jonction avec les autres causes des autres catégories de population qui sont perdantes de la mondialisation. Alors ce qui est assez frappant, lorsqu'on lit votre livre, on a tout de suite des images de la différence de mode de vie qu'il peut y avoir entre les villes et les zones périurbaines. On voit bien que dans les villes aujourd'hui, il y a une vie de village, il y a une vie de petites boutiques, il y a une vie de petite épicerie, et les grandes surfaces, par exemple, on les trouve plus dans les zones périurbaines, où là, les employés, les ouvriers qui vivent dans ces zones là consomment la plupart du temps et vont consommer le week-end dans ces zones périurbaines. On a vraiment une vraie fracture là de mode de vie, carrément. Oui, c'est tout le rapport déjà à la mobilité qui est très différent. On le dit à un moment dans le livre, mais pour l'habitant de la ville-centre, être mobile, c'est une valeur, c'est tout à fait satisfaisant et on prend son Vélib ou alors on prend l'avion pour aller dans une autre, on prend l'avion pour aller visiter Berlin le week-end. Bon, pour un pays urbain c'est totalement différent. Il y a une distance entre son lieu de domicile, son lieu d'achalandise, son lieu de travail et son lieu de loisir qui ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire que on a construit de très nombreuses routes, rocades, etc., qui n'ont pas accéléré la vie des gens, mais qui au contraire ont allongé les distances de toutes les populations périurbaines qui sont également les populations les plus fragilisées par la mondialisation. Chalon-sur-Marne, Vlois, Avignon, Épinal, Bar-le-Duc, Arles, La Rochelle, Valenciennes, les agriculteurs ont quitté leur campagne pour entrer dans les villes et dire leur colère contre l'accord agricole conclu entre Américains et Européens. Mais vous me dites que vous êtes le seul à avoir des vaches encore ? Oui. Et à les amener au pré ? Oui. Et vous pensez que c'est possible comme ça de rester... Mais jusqu'à présent, oui. Mais à l'avenir, on ne sait pas. C'est-à-dire ? Comment vous le voyez l'avenir ? Dites-moi un peu, c'est quoi vos problèmes ? Il y a toute espèce de problèmes. Ça a changé depuis 10 ans, c'est épouvantable. La culture s'est appelée à pratiquement à disparaître, surtout les petites fermes. Ouais. Et là, je vois, moi j'ai 40 hectares, et ben, à 40 hectares, on ne peut pas vivre. Ma femme est employée depuis un mois, là, parce qu'on faisait du tabac, mais si on n'avait pas fait ça, ben, on n'aurait pas pu continuer la culture. Ouais. Et c'est là où le discours, par exemple, des Verts se confronte à une réalité qu'ils ont du mal à comprendre. On l'a vu notamment avec la taxe carbone ou alors avec le discours autour des chasseurs. Oui, totalement, parce qu'il y a une espèce d'incompréhension. D'abord, ça n'est pas valorisant d'être un périurbain ou d'être un rural. Ce n'est pas bien vu, ça n'est pas vécu comme une chose valorisante. Il y a des vécus différenciés en fait entre les zones périurbaines et les centres-villes, et de la part des habitants des villes-centres et des élites du pays, il y a une forme de dédain à l'égard de la façon de vivre des ruraux qui, s'ils ne correspondent pas au profil du néo-rural, sont vécus comme des arriérés. C'est aussi une des difficultés. On n'a pas voulu analyser les révoltes liées à la chasse, par exemple, avec la percée de CPNT. On les a analysées sous un angle moral. C'est des barbares qui tuaient des oiseaux. Bon, moi, je ne suis pas chasseur et je n'ai rien pour la chasse. C'est pas du tout une activité qui me séduit. Mais il faut essayer d'aller plus loin. Il faut essayer de comprendre quand même ce qu'est la vie rurale, ce qu'est le rapport au loisir des milieux ruraux. L'affiche est encore sur les murs, mais le meeting avec Danny Cohn-Bendit n'aura pas lieu. Les Verts ont préféré l'annuler pour ne pas risquer de revoir une scène comme celle-ci. C'était en janvier dernier, à Cherbourg, la tête de liste des Verts avait déjà dû annuler, sous la pression physique des chasseurs, un meeting avant de repartir sous escorte.
craignant pour la sécurité des personnes venant. Quelle est la composition sociologique de ce monde rural et devant quelles difficultés est-il? Il y a plusieurs réalités au monde rural. D'abord, le monde rural paysan est tout à fait marginalisé, c'est 8% je crois du monde rural. Le monde rural est d'abord un monde d'ouvriers. Et ensuite, ça n'est pas un monde si vieillissant qu'on le dit, puisqu'un tiers de la jeunesse française est une jeunesse rurale. C'est une jeunesse qu'on voit très peu à la télévision. C'est une jeunesse qu'on voit peu à la télévision, qui est très peu mise en valeur, puisque dans l'imaginaire collectif, le jeune, c'est le jeune citadin ou le jeune des quartiers de banlieue, ce qui est partiellement vrai, puisqu'il y en a quand même un grand nombre, mais ça fait l'impasse sur plusieurs réalités. D'une part, c'est que les quartiers de banlieue, eux aussi, vieillissent, ça on n'en parle jamais, et d'autre part que dans les milieux ruraux, il y a beaucoup de jeunes et qui sont soumis à des formes, eux aussi à des formes de violence économique et sociale, et également, ça avait été mis en évidence par un chercheur qui s'appelle Nicolas Renaï, à la violence routière qui provoque des hécatombes dans les milieux ruraux. Bon. Cette réalité-là, elle est médiatiquement ignorée, c'est-à-dire que la ruralité est vécue sous l'angle médiatique uniquement, donc soit sous l'angle du néo-rural qui s'implante à la campagne pour y faire un télétravail, etc., soit sous l'angle pittoresque du sabotier, etc. Bon, la réalité, elle est tout autre, c'est que le milieu rural, les petites communes rurales, sont celles qui concentrent le plus d'ouvriers en France. On a eu tendance, pendant de très longues années, à dire que il n'y avait plus d'ouvriers en France. Non, l'idée qui a été répandue, c'est la fin de la classe ouvrière. Alors, il y a encore, dans les proportions, aujourd'hui en France, autant d'ouvriers et d'employés qu'il y a 50 ans, en vérité. Ça n'a pas bougé. Ce qui a changé, c'est la composition des ouvriers et des employés, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande variété d'ouvriers et d'employés. L'émergence de la grande distribution, de nouvelles formes de prolétariat des services qui s'est développé, mais il y a toujours autant d'ouvriers et d'employés qu'auparavant. La chose qui a probablement changé, c'est la conscience de classe, c'est-à-dire que jadis on avait des usines qui fonctionnaient sur le mode tayloriste, et donc il y avait une culture ouvrière, une emprise du Parti communiste, une lutte des classes avec un parti tribunicien qui était le Parti communiste. Bon, ça imprimait quand même grandement le pays. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc c'est vrai que la conscience de classe s'est émoussée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de classe ouvrière, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer qu'en France, il n'y a pas une forme de lutte des classes. Le moral des ménages qui a encore baissé, la crainte qu'on s'enrôdait sur les marchés boursiers, l'indice européen publié par l'INSEE qui donne des résultats fortement dégradés. Le secteur aérien en chute continuelle qui entraîne avec lui l'industrie touristique dans la bourrasque affreuse d'une toute nouvelle épidémie de pneumopathie atypique. Je dis sans moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, ni moi, sans moi. Librairie Baravin, anticonsumériste, où l'on trouve des t-shirts vraiment non conformistes, aux slogans drôlatiques parmi lesquels voisinent, dans un joyeux fatras, Bourdieu et Bakounine. Clémentine qui renoue avec la cagée, en essaimant de nuit, dans les cages d'escalier, des notes de musique, faites en papier mâché, sur lesquelles, en grosses lettres, on lit « Obéissez ». Je dis sans moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, ni moi, sans moi. Jean-René qui renoue avec la photo floue, créateur inclassable qui veut marier Mickey avec le dadaïsme et le culte vaudou, réinventant ainsi la dissidence vraie. La télé qui renoue avec sa vraie mission, qui est de rendre compte de nos obsessions dans des comptes rendus sans concession, afin de renouer avec l'insoumission. Je dis sans moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, ni moi, sans moi. Le parc paysager, la promenade plantée, l'atelier jardinage du square de Tanger, où Natacha renoue avec les potagers qu'elle dit être d'abord des lieux où résister. La place Sainte-Marthe, bien réaménagée, devenue lieu de vie,
avec des cours fleuris, des sculpteurs débutants qui se réapproprient, veillant à empêcher qu'elle devienne rue musée. Je dis sans moi, je dis sans moi, ni moi, je dis sans moi, ni moi, ni moi, je dis sans moi, ni moi, sans moi. Et le squat rénové de la friche musicale, espace d'émergence pour programmes créatifs, énergie collective, actes alternatifs dans le cadre d'un vrai projet municipal. Je m'en vais de ce pas voir la Documenta qui se tient cette année tout près de Bassorah. Elle remporte, m'a-t-on dit, un énorme succès et ne va pas prétendre que c'est pas un progrès. Je me garderai bien d'être aussi discourtois. Je dis sans moi, je dis sans moi, ni 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 moi. Voilà, je vous rappelle que nous sommes au téléphone avec Gaël Brustier, co-auteur du livre Recherche le peuple désespérément. Sans moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi. Sans moi, ni moi, ni moi, ni moi, ni moi. Même les jeunes diplômés qui ont par exemple 4 ans d'études après le bac ne parviennent pas toujours à trouver un emploi, même pas un stage souvent. Exemple, cette jeune fille de 25 ans. D'aujourd'hui, la situation est celle-là que les salaires à l'embauche ont stagné, plus que stagné, ils ont régressé au cours des 25 dernières années. Au même moment, le prix du logement a doublé. En 1984, une année de salaire complète d'un trentenaire dans Paris Intramuros, c'était 9 mètres carrés à l'achat. Aujourd'hui, il n'y a plus que 4 mètres carrés à l'achat pour le même temps de travail d'un an de travail complet. Maintenant, de plus en plus au sein de ces classes moyennes, s'il n'y a pas le soutien de la famille, le support des parents, la vie devient de moins en moins confortable, de plus en plus incertaine. Après 6 mois de chômage, elle trouve finalement un poste dans la vente en agroalimentaire. Quelques mois plus tard, elle est licenciée. Et depuis, c'est de nouveau le chômage. Elle qui se croyait à l'abri découvre la crise. Pas d'emploi parce qu'elle manque d'expérience, mais pas le moindre stage non plus. Est-ce que la ségrégation dont on parle, par exemple pour les banlieues, est-ce qu'on peut employer ce mot pour les zones périurbaines et pour les campagnes? Oui, c'est tout le piège de la diversité, c'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que... Gaël Brustier, co-auteur du livre Recherche le peuple désespérément. La principale discrimination aujourd'hui, elle serait d'origine raciale. Il ne faut pas le nier, c'est-à-dire qu'il y a des discriminations qui sont liées au faciès, qui sont liées à l'origine, qui sont liées au nom. Ce sont des choses qui existent, mais ce qui est extrêmement prégnant en France, c'est la discrimination en fonction du lieu de résidence, du lieu d'études par exemple. La France périurbaine et rurale est à bien des égards une France de la relégation sociale. Ce qui n'est pas le cas de la banlieue, qui est une France du mouvement. Il y a une mobilité sociale en banlieue. Oui, vous dites que c'est un sas d'entrée, c'est un sas d'entrée dans la société française, très souvent, mais c'est pas le cas des zones périurbaines ou des zones rurales les plus proches du périurbain. C'est-à-dire que là, vous avez des familles qui sont happées par le périurbain et qui, une fois qu'elles sont devenues propriétaires d'un petit pavillon, n'ont plus de mobilité sociale. Elles sont soumises au crédit, elles sont soumises à la nécessité de travailler pour payer ce crédit, etc. Vous avez deux cas totalement différents. Ensuite, vous avez le problème de l'inégalité scolaire, parce qu'il n'est pas vrai qu'il y a une égalité entre un lycéen d'une ville-centre et un lycéen des zones périurbaines et rurales. Normalement, vous y avez droit à la qualité France. Ah oui. Vous y avez droit, normalement, vous pouvez demander à la préfecture, et normalement, oui. vous avez l'estampille qualité France. Ah oui. Pop, estampille. Ça se passe comme ça, par dossier. Une fois dans le désordre, 20 balles, il a fait. Ouais, j'ai jamais touché, même dans le désordre. Ma parole, il te fout de ma gueule? Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici au lieu d'aller balayer dans la rue? Ça va, hein? Ça va, mais c'est là. Je comprends pas un mot de ce qu'il dit, tu l'as fait payer au moins. Quel compte t'avais toujours payé d'avance? Bon, c'est vrai, ça, ils viennent bouffer chez nous, puis par-dessus le marché, ils se foutent de notre gueule. Où est-ce qu'on va travailler chez eux? Voilà, t'as raison, d'abord, s'ils étaient capables, ils seraient pas balayeurs. Demain, c'est les vacances, alors il faudrait peut-être commencer à ranger, Monique, parce que ce soir, il n'est pas question de fermer à minuit. Tente Maréchal, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyéthiné. Ouais, c'est une tente, quoi. Et alors attention, la chambre d'amis. Avec contre-porte moustiquaire. Là, c'est les desserts. Miam, miam, miam. Il y a du BN, il y a du 4 quarts, du Benko.
Ah, et pour les water, évitez ceux de droite. C'est à la turque. Quel merdier. As you like. Le peuple est fantasmé, enfin de la part des élites politiques, il est effectivement montré dans sa réalité brute. Ça peut être le loft, quoi. Mais est-ce que ça touche à la prolophobie que vous dénoncez, qui va de Charlie Hebdo jusqu'à d'autres élites post-68ardes? Vous dites que voilà, aujourd'hui, quand on parle du peuple, on pense tout de suite à Dupont-Lajoie ou au bof de Cabu. Oui, parce que c'est toute l'histoire de la gauche culturelle depuis les années 70 qui, déçue après mai 68 du fait que le peuple ne soit pas mu en une force révolutionnaire, une avant-garde révolutionnaire, s'est mis à le détester et est passé de sa glorification quasi-stalinienne du prolétaire avant-garde de l'humanité à la vision du beauf de Dupont-Lajoie, incarné par Jean Carmet, c'est-à-dire raciste, organisateur de ratonnades, etc. Il y a eu de la part d'une partie des élites françaises une forme de dédain à l'égard des classes populaires qui pèse beaucoup sur le pays, qui pèse sur la capacité à impulser un projet alternatif dans le pays. Ça fait longtemps que tu connais Bob? Marc et moi, on s'est connus au quartier latin sur les barricades. Ce qui était marrant. Il parlait tout le temps, c'était un étudiant, quoi. Mais moi, ça m'impressionnait. Hein. Et puis alors, tout de suite, il m'a expliqué le prolétariat. Oui, parce que le prolétariat, je savais pas ce que c'était, vu que je suis fils d'ouvrier, moi. Un souvenir d'ancien combattant, hein? C'était génial à la Sorbonne, non? Mais au fond, t'en as pas profité, toi. Et parce qu'il passait son temps à imprimer des tracts à la Ronéo dans une cave. Pourtant, quand il en parle, c'est vraiment sa folle jeunesse, hein? Mais Marx a toujours été tout dans la tête, alors. Oh oui. Est-ce que ça, c'est pas un danger pour la démocratie? Parce que, à l'occasion du référendum sur la Constitution européenne, le peuple a voté non, il n'a pas été respecté, et on voit bien quand le peuple s'exprime, on essaie de le contourner le plus souvent. Et pourtant, c'est quand même la base même d'une vie démocratique que d'écouter ce peuple, en tout cas, d'écouter sa souveraineté. Je vais être un peu provocateur, mais il n'a pas été respecté, le peuple. Bon, il a dit non, c'est un fait. Et je crois que ce qui avait de plus grave, c'était la manipulation des symboles démocratiques au moment de la Convention Giscard, qui était l'utilisation du mot de constitution, de toute une série de mots type loi, ministre, etc., qui faisaient référence à l'espace pleinement civique qu'est la nation, pour le calquer sur un système profondément élitaire, qui est le système de l'Union européenne. Bon. Tous ces symboles-là, cette manipulation symbolique-là, elle a disparu. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est quand même que la classe politique française a compris qu'on ne pouvait pas manipuler impunément les symboles démocratiques. Bon, ça c'est un acquis. Ensuite, une fois que ce nom a été obtenu, qui est pour nous un principe de précaution démocratique, il fallait analyser le nom comme un puissant révélateur d'un grand nombre de faits sociaux et qu'il faut prendre en compte. Ces faits sociaux, c'est effectivement la nouvelle organisation spatiale du pays, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même vision du monde selon que l'on habite, par exemple, disons les choses, au Creusot, où je suis, et rue Montorgueil à Paris. Et que de fait, vous avez des scores complètement opposés sur ce traité européen, qui était aussi une espèce de forme d'organisation de la démocratie, conflictuelle, élitaire, misant beaucoup sur les droits individuels, mais nullement sur une idée émancipatrice ou sur un projet social alternatif à la mondialisation. Ça veut dire que des mouvements comme Attaque, par exemple, ou des mouvements comme le Parti de gauche de Mélenchon ou le NPA ne sont pas non plus réceptifs à cette transformation sociologique. Je pense que non, effectivement. Bon, ils ont leurs qualités, ils ont toutes leurs qualités. Bon, d'abord, c'est un public militant extrêmement restreint parce que comme un certain nombre, je connais quand même bien les milieux militants de gauche et de la gauche alternative du non, etc. Tout ça est un tout petit monde. Et c'est un tout petit monde qui est très déconnecté de la réalité sociologique du pays.
le NPA ne quitte pas l'étiage de la LCR. Le parti de gauche rassemble 4 à 5 000 intellectuels assez classiques de la gauche. Et le PC n'en finit plus de mourir. Mais ils n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas une analyse de la société. Ils ont une analyse assez fantasmée de la société dans beaucoup de cas, c'est-à-dire qu'ils en appellent éternellement au programme de la gauche de 1975. Ils n'en appellent pas... Est-ce que le mouvement social aussi? Est-ce que le mouvement social est représentatif de cette dichotomie? Mais qu'est-ce qu'on appelle le mouvement social? Moi, je suis toujours frappé quand on me dit le mouvement social et du côté du mouvement social. Moi, je connais le mouvement social quand il s'agit de défendre 477 emplois à Michelin-Blanzy, par exemple. Je vois un mouvement social. Je vois des familles qui se mobilisent, je vois une solidarité, je vois une population qui vit au rythme de la crise de l'entreprise. Moi, j'appelle ça un mouvement social. Si on appelle mouvement social... l'agitation de permanents syndicaux ou les traditionnels défilés du 1er mai, je suis plus sceptique sur la capacité dans la version la plus urbaine, on va dire, c'est-à-dire la plus élitaire, de ce mouvement social-là à créer un lien avec les classes populaires. Là-dessus, je suis beaucoup plus sceptique. Donc, je sais pas vraiment ce qu'on appelle mouvement social ou en France, quoi. C'est une difficulté. J'ai toujours l'impression que c'est un peu une espèce de code, une facilité de langage à gauche qu'on utilise. Et nous, on est en prise avec le mouvement social, mais... De la Gay Pride, comme chaque année, déambulait cet après-midi dans Paris avec pour revendication lutter contre l'homophobie parmi les manifestants et dans une ambiance de carnaval. Cette fois-ci, les politiques n'ont pas hésité à être en tête du défilé avec notamment Bertrand Delanoë, le candidat socialiste à la mairie de Paris. Un squat, une occupation illégale. Vous avez la cuisine. Là, on a une première chambre. Mais loin de ce qui existait les décennies précédentes. Pas de murs tagués, pas de soirées trop bruyantes. On ne se bat plus contre la société, mais seulement contre ses excès. On arrive dans notre grand salon. La loi interdit leur présence, le propriétaire existe. Mais les jeudis noirs, c'est leur nom, invoquent la nécessité et veulent attirer l'attention des médias, victimes, disent-ils, d'un marché immobilier devenu frénétique. Il n'aura fallu que quelques minutes aux enfants de Don Quichotte pour installer 250 tentes le long de la Seine, près de Notre-Dame de Paris. Une opération coup de poing afin de relancer la mobilisation en faveur des SDF et dénoncer aussi des promesses qu'ils n'estiment qu'à moitié tenues. Dans ces manifestations même, parfois, le mouvement social semble reprendre des codes très festivistes et qui s'éloignent des modes d'action qu'ont pu être ceux de la classe ouvrière. Totalement, parce que si vous appelez mouvement social le jeudi noir, ou les enfants de Don Quichotte ou des gens comme ça, bon, c'est tout à fait sympathique, moi j'ai rien contre, je suis pas du tout hostile, mais mon problème il n'est pas c'est éternellement des gens qui veulent éveiller les consciences. Je dis pas qu'ils ne font rien, mais quand on fait de la politique, il faut savoir ce qu'on veut faire, et on a des buts politiques, on a un projet de société alternatif, et puis on doit être capable d'avoir une stratégie. Et la stratégie aujourd'hui électorale, qui est une stratégie de conquête des classes ou de reconquête des classes populaires, c'est-à-dire des ouvriers, des employés, des professions indépendantes qui forment une très large majorité de la société française, cette reconquête-là, elle n'est pas encore effectuée et elle n'est même pas à l'agenda des forces de gauche qui semblent, dans leur version radicale, se cantonner à des espèces de discours incantatoires sur l'immigration, ou sur des thématiques sociétales tout à fait sympathiques, ou sur la nécessité d'une vraie politique de gauche sans qu'on la définisse vraiment. Et dans la version social-démocrate, bon, là on est dans le brouillard total, on sait pas, on ne s'appuie plus que sur le bilan des collectivités locales et nullement sur un projet alternatif, quoi. Alors, est-ce que cette stratégie-là, elle peut passer par ce que vous proposez vers la fin du livre, le protectionnisme?
Est-ce que vous pensez que pour contrer cette mondialisation néolibérale ou cette globalisation, il faut en repasser par un protectionnisme européen, comme le propose par exemple Emmanuel Todd, et comme le proposait aussi Benoît Hamon au sein du Parti socialiste? Nous, la position du protectionnisme me semble être une position de bon sens et une position raisonnable. Nous, il nous semble que le territoire a été modifié par la mondialisation, que l'essentiel de la population française n'est pas gagnante de la mondialisation, et ensuite il faut regarder physiquement comment tout ça se passe, c'est-à-dire que nous avons des bateaux qui arrivent pleins dans les ports européens, de biens de consommation qu'ensuite on injecte dans la grande distribution, et ces bateaux repartent en très grande majorité vides, en Chine, ou dans les autres pays d'Asie du Sud-Est ou d'Extrême-Orient qui fabriquent pour l'Occident. Donc il faut être capable de casser aussi ce qui fait le moteur de la mondialisation néolibérale et de sa dimension financière. Et ce moteur, c'est quand même le libre-échange. C'est un débat qui semble être en bonne voie, mais je pense que c'est un problème générationnel aussi. C'est-à-dire quand vous avez affaire à des jeunes, ça leur semble frappé au coin du bon sens. Quand vous avez affaire à des gens qui ont été ministres dans n'importe quel gouvernement que ce soit, ils vous regardent avec des grands yeux et ils ont l'impression qu'ils ont affaire au dernier des populistes en face d'eux. Donc il faut... Oui, parce que cette proposition-là se confronte à un dogme qui s'appuie notamment sur l'histoire, où on va vous dire le protectionnisme, c'est la guerre. Parce que la réduction ad Hitlerum a encore de beaux jours devant elle, parce que c'est facile, parce qu'au motif que tous les gouvernements des années 30 ont fait du protectionnisme, c'est mauvais parce qu'il y aurait un rapport de cause à effet entre le protectionnisme et la Seconde Guerre mondiale. C'est complètement aberrant, mais ce qui marche, disons que sur les plateaux télé, ça fait encore... ça fonctionne encore un tout petit peu, on crie Hitler et à ce moment-là, tout le monde se met sous la table. Bon, mais ça n'est pas opérant, ça ne résiste pas au débat. Je veux dire, c'est plus du tout, ça n'est plus du tout opérant. Donc, pour nous, le problème, il est intellectuellement gagné. Il reste politiquement il faut l'imposer politiquement, mais c'est une affaire de temps et probablement de moins de temps qu'on ne le pense. De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Alors pour finir, vous semblez très attaché à l'idée de République, à ses valeurs et à ses principes. Effectivement, je pense qu'il y a la République, d'abord elle est très amoindrie par le gouvernement actuel pour 1000 raisons. Elle est très présente, on le voit quand même dans les classes populaires françaises. C'est un idéal qui est partagé, qui a marqué, qui a imprimé la société française, pour des raisons historiques, grâce à l'école à une époque, grâce à beaucoup de choses. Elle a disparu à droite avec la fin du gaullisme. Aujourd'hui, on a une droite radicalisée qui n'a plus grand-chose de républicaine, hormis dans ces segments résiduels vilpinistes, séguinistes et quelques autres. Même si Nicolas Sarkozy s'est affiché comme ça, encore une fois, l'apport d'Henri Guénaud lui a été bénéfique pour aller chercher les voix dont on parlait tout à l'heure, de ces couches populaires très attachées à l'idéal républicain. Oui, parce qu'il sait jouer avec les mots, parce qu'il a une espèce d'astuce... c'est un maître de la manipulation, mais on sait très bien qu'il ne croit en rien à l'idéal républicain. Les raisons pour lesquelles Henri Guénaud s'est mis à son service ne regardent qu'Henri Guénaud, qu'il les assume. Moi, je ne veux pas porter de jugement sur Guénaud, mais pour ce qui est de Sarkozy, en tout cas, ça relève de la manipulation la plus totale. On sait très bien qu'il n'y croit en rien, qu'il manipule
toutes les thématiques avec autant d'aisance, qu'il retourne tous les mots, qu'il les vide de leur sens, qu'il leur donne un autre sens, que ce soit l'identité nationale, que ce soit la religion, que ce soit n'importe quel sujet, au motif de briser des tabous. En fait, c'est un empirique total. D'ailleurs, Buisson je crois l'a dit, le sarkozysme est un empirisme sans tabou. Comment la gauche va-t-elle parvenir à reconquérir ces couches populaires? Par quoi ça passe? Est-ce que vous êtes optimiste quand vous observez le paysage politique à gauche aujourd'hui? Ce que peut faire la gauche en France, c'est assez simple. Ça peut être très compliqué aussi. C'est faire une vraie analyse de la géopolitique mondiale et de la mondialisation qui sont liées. 2, faire l'analyse de la société française en lien avec cette analyse de la géopolitique et de la mondialisation. Essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. 3, c'est d'établir un projet alternatif et ensuite de partager une stratégie commune et de désigner celui qui, dans un système présidentialisé, peut porter ce projet. Et c'est faisable, mais ça doit se baser sur une alliance sociologique majoritaire et ça ne peut pas faire l'impasse sur la question de la République et la question de l'alliance avec des forces républicaines qui ne voudraient pas soutenir l'actuelle droite, par exemple, qui pourrait émaner de l'ancien système politique. Voilà, cet entretien s'achève. Merci beaucoup à Gaël Brustier. Je vous rappelle le titre de son livre qu'il a coécrit avec Jean-Philippe Hulin, Recherche le peuple désespérément, et c'est édité aux éditions Bourrin.